Paroles urbaines, un abécédaire de la ville. L comme logement. Bonjour Jean-Pierre Lévy. Bonjour. Alors alors le CV est interminable, donc on va faire court et vous me corrigerez si jamais j'ai oublié quelque chose que vous estimez important. Alors vous êtes géographe, sociologue, vous êtes directeur de recherche au CNRS et selon moi ça vaut pas grand-chose, mais vous faites partie des 2-3 grands spécialistes de la question du logement, pas que ça d'ailleurs, parce que vous avez travaillé énormément sur les questions urbaines, sur les évolutions, les mobilités, mais aujourd'hui, c'est la thématique de notre abécédaire, c'est la question du logement. Et ma première question, elle est... Au début, je pensais qu'elle était faussement naïve, mais en fait, elle est vraiment naïve. Au moment où on parle, donc là, on est en juillet 2021, ça veut dire quoi pour un Français moyen? Alors déjà, dire ça à un sociologue, un Français moyen, c'est mal barré. Mais ça veut dire quoi, se loger? Ça veut dire avoir un toit, pouvoir se protéger contre les aléas de la vie, avoir une garantie sociale, une garantie dans la vie tout court, et pouvoir éviter l'ensemble des aléas de la précarité et de la vie quotidienne contemporaine. Alors, en écoutant ce début de réponse, j'ai l'impression que se loger devient plus important que d'avoir un travail. Est-ce que je me trompe en disant ça? Non, c'est une donnée importante des 30 dernières années, c'est qu'on a assisté à un transfert où le travail est effectivement la garantie sociale élémentaire et de base, et que dans une société qui tend à se précariser, où on n'a plus de garantie par rapport au travail du fait des périodes non linéaires du travail, avec des périodes de chômage importants, on assiste effectivement à un transfert de la garantie sociale du travail vers le logement. Ce qui change beaucoup de choses parce que ça veut dire que par une autonomisation de la sphère du travail par rapport à celle du logement, les ménages tendent évidemment à vouloir accéder à la propriété, pensant que cette accession leur permet d'éviter tout aléa susceptible d'être exclus de leur logement. Et par une volonté d'accéder à la propriété, accompagnée également par des politiques du logement qui visent à créer une société de propriétaires, effectivement, les ménages cherchent à accéder. Ce qui crée des distinctions sociales extrêmement fortes parce que les coûts du foncier étant déterminés selon les distances aux ressources, notamment par rapport aux distances, par rapport au centre urbain traditionnel. Je dis traditionnel parce qu'aujourd'hui on est dans des structures polycentriques. Eh bien, on crée des couronnes, des couronnes pas au sens géométrique, pas au sens cercle, mais des couronnes ou des secteurs de ville très différenciés selon les positions sociales des individus. Et plus on va vers les zones foncières les moins chères, plus on aura des ménages précaires et populaires, plus on s'approchera des zones proches des ressources, plus on aura des ménages aisés. Et ce qui modifie beaucoup de choses parce que du coup, le logement devient très associé effectivement à la garantie, mais très associé également aux capacités de mobilité des ménages. Et plus on sera éloigné des ressources urbaines, plus on aura des difficultés à être mobile dans la ville et moins on aura d'accès facile à ces ressources. Alors, avant qu'on développe, parce que c'est assez fondamental ce que vous nous racontez, c'est-à-dire que vous montrez que on va dire presque l'épicentre d'un certain nombre d'actions au sein des villes, c'est-à-dire on va travailler, aller à l'école, se déplacer en tant que tel, devient évidemment la résidence. Alors on va faire un petit retour en arrière.
Vous avez dit, je vais reprendre vos mots, qu'on va vers une société de propriétaires. À partir de quand c'est la bascule? En tout cas, est-ce que... D'abord, je reprends ma question. Est-ce qu'il y a eu des périodes où le locataire était beaucoup plus majoritaire que le propriétaire? Et à partir de quand les choses sont commencées à, pas forcément à s'inverser, mais à s'équilibrer? Ben, quand on fait des études un peu temporelles sur l'évolution des statuts d'occupation, à partir des années 75, globalement, l'accession à jusqu'à nos jours, l'accession à la propriété a augmenté de 115%. Oui. Le parc social d'environ 15 à 17% de mémoire et le locatif de 5%. Voilà. Donc, c'est assez parlant. Deuxième question sur ce sujet-là, j'ai l'impression que en quoi une société de propriétaires modifie, je dirais, l'organisation sociale du territoire par rapport à une société dite de locataires. On n'avait pas une société de locataires au sens strict. C'est que le parc immobilier tel qu'il était, effectivement, ne permettait pas aux couches moyennes, aux couches supérieures, d'avoir un type de logement qui leur était spécifiquement destiné. Je parle ça avant les années 70. À partir du moment où on a développé l'accession à la propriété, donc à partir du moment où on a proposé sur le marché du logement des types d'habitats qui étaient plus spécifiquement destinés aux couches moyennes, à travers l'accession à la propriété, les couches moyennes, effectivement, se sont détournées du parc locatif, comme les couches supérieures, et ont accédé à la propriété. Donc en fait, on n'avait pas une société locataire au sens strict, dans la mesure où les politiques ne visaient pas une société locataire. Par contre, ce qu'on peut dire, c'est qu'aujourd'hui, effectivement, les politiques du logement, depuis les années 70, ont favorisé l'accession à la propriété. Et dans un premier temps, on favorisait l'accession à la propriété des couches moyennes et supérieures. Et dans un second temps, ou dans un troisième temps plutôt, on favorisait l'accession à la propriété des couches populaires qui ont vu, comme je le disais tout à l'heure, dans une période où la précarisation du travail s'est développée, une forme de garantie et de sécurité qui les a poussés vers l'accession à la propriété. Donc voilà, ça c'est un premier temps. Alors après, évidemment, l'organisation sociale des territoires urbains se sont largement modifiées. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'existait pas de propriétaires pauvres avant les années 70, notamment dans la société, les secteurs ruraux, où on avait des propriétaires pauvres. Et on aurait tort de croire que les propriétaires ont toujours été associés à des couches supérieures. Par contre, ce qui est vrai, c'est que les couches populaires ont été largement incitées à acheter leur logement et à accéder à la propriété. Il y a aussi une alliance entre les politiques locales, y compris périurbaines, et les désirs résidentiels des ménages. Donc, en ce sens, effectivement, ce qui est important à comprendre, c'est que, comme l'a très bien montré d'ailleurs Martine Berger sur la périurbanisation, le troisième temps de l'accession à la propriété a touché les ménages populaires qui, eux, sont éloignés à proximité des centres, à proximité des zones rurales. Et en même temps, l'organisation spatiale des territoires a accompagné ce développement en proposant du polycentrisme autour de l'accès au commerce notamment, à travers notamment des pôles péricentraux de commerce via les grandes structures commerciales qui effectivement permettaient aux ménages de faire leurs courses.
Donc du coup, on a créé des pôles intermédiaires autour des villes qui permettaient un accès à des formes de ressources, mais qui imposaient du coup le recours à la voiture pour pouvoir accéder à ces ressources. Et ce recours à la voiture était d'autant plus facile que l'on appartient aux couches aisées que quand on appartient aux couches populaires. Et on a des exemples assez frappants, par exemple. C'est intéressant. Imaginons par exemple un pôle commercial, pas uniquement de commerce de bourse, un pôle commercial. Alors prenons un exemple fort qu'il y a en France, genre ce qu'il y a près de Marseille, genre plan de campagne. Est-ce que ça c'est un exemple trop puissant ou faut Non, prendre une c'est exactement ça, mais en région parisienne, on a des pôles commerciaux avec un Leroy Merlin, Carrefour, un Ikea, etc., situés tous au même endroit. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que ces pôles, ils sont à la périphérie. Et on a plusieurs exemples dont j'ai des étudiants qui avaient travaillé là-dessus. On montrait très bien que, comme l'organisation spatiale était organisée autour de la voiture, on accédait très facilement à ces pôles en voiture. Mais il arrivait parfois qu'on avait une cité d'habitat social qui était à proximité de ce pôle, mais qu'entre la cité de l'habitat social et le pôle, il y avait une 4 voies. Et donc il était plus facile d'accéder à ces pôles en voiture. Venant d'une autre ville. D'un autre endroit, que lorsqu'on habitait la cité de l'habitat social en face, parce qu'il fallait traverser la 4 voies et qu'on n'avait pas de voiture. Donc ça montre un exemple comme quoi, en fait, l'organisation socio-spatiale de la ville ne se mesure plus en termes de distance, mais en termes d'accès. Alors ça, c'est un point important et on y reviendra parce qu'effectivement, le rapport entre l'espace et le temps sur la question du logement, et en plus, on peut le voir dans plusieurs dimensions. Mais on y reviendra sur un point. Je voudrais qu'on aborde un autre point un peu général où souvent on a beaucoup d'a priori, c'est une opposition qui est souvent faite entre logement collectif et logement individuel. Comment est-ce que c'est des définitions bien précises, d'une part, et deuxièmement, est-ce qu'il y a vraiment un véritable mur, en tout cas une vraie séparation entre ces deux, ou c'est bien plus complexe que ça? Comment vous voyez-vous la question du logement collectif et le logement individuel? Je dirais que le logement individuel, c'est souvent une maison en accession à la propriété. Et que l'habitat collectif, ça peut être l'habitat collectif de grands logements destinés aux couches supérieures, comme de l'habitat collectif, comme des logements de l'habitat collectif, qui peuvent être de l'habitat collectif extrêmement dégradé, comme aussi des petits logements dans les zones centrales, en location, occupés par des jeunes ménages étudiants ou des jeunes ménages de la société de services qui cherchent à accéder au centre. Avec une distinction forte du point de vue de la localisation territoriale et qui vient du fait que l'habitat collectif est largement majoritaire dans les centres urbains, alors que l'habitat individuel, les maisons individuelles en accession à la propriété, sont majoritaires à travers les lotissements et la création des alliances entre les politiques périurbaines que j'évoquais, qui ont visé à construire le lotissement pour attirer des couches jeunes de ménages pour revitaliser leur ville et en fait l'habitat collectif des centres. En ayant conscience que cet habitat collectif, effectivement, souvent locatif, alors que l'habitat individuel est souvent en accession à la propriété. Par ailleurs, on aurait tort de penser que cet habitat collectif locatif est homogène. Socialement, il est fortement hétérogène
du fait qu'effectivement, il y a des sédimentations d'habitat qui s'opèrent et que quand on parle par exemple des passoires énergétiques actuelles, ces passoires énergétiques, elles renvoient beaucoup souvent à l'habitat collectif qui s'est dégradé, occupé par des couches populaires qui sont entrées dans le logement social de fait, qui diminue de plus en plus et qui effectivement habitent à la périphérie dans les premières couronnes. Alors, juste une précision, le logement social de fait, c'est de la location privée, mais les bâtiments sont tellement dégradés ou peu chers que ça se ressemble à du logement social. Ben le logement social étant insuffisant pour loger l'essentiel des populations pauvres, effectivement, il y a de l'habitat bon marché qui est occupé par les ménages pauvres, souvent en surpeuplement, dans des logements dégradés. Et donc c'est ce qu'on appelle l'habitat social de fait, et qui est mal entretenu, qui peut être très souvent de l'habitat locatif, mais qui de plus en plus aujourd'hui est originellement de l'habitat en accession à la propriété, qui a été loué par ses propriétaires à des ménages peu aisés, avec de l'habitat qui est peu entretenu, qui se dégrade et qui font qu'effectivement les ménages pauvres habitent de l'habitat collectif, souvent en première couronne urbaine dévalorisée, qui effectivement fragilise leurs conditions de logement. Alors, ce qui est intéressant quand on vous écoute, c'est que maintenant on va prendre, on va dire, 2-3 points qui deviennent presque récurrents, voire même structurants. Premièrement, la crise du logement. Moi, j'ai 53 ans et depuis peut-être 40 ans où j'ai l'âge de comprendre à peu près les informations qu'on me donne, c'est la crise du logement. Comment se fait-il que... Alors, est-ce que véritablement nous vivons une crise de logement structurante et récurrente, ou alors où est-ce qu'on met le curseur? Qu'est-ce que ça veut dire la crise du logement? Moi, je suis en désaccord avec le terme de crise du logement. Je pense qu'il n'existe pas de crise du logement dans une période où on construit de l'ordre de 300 à 400 000 logements annuellement. Ce qui veut dire que la production de logements est largement suffisante pour loger tout le monde. Donc la question, c'est pas celle de l'offre, qui correspondrait pas à une demande en termes quantitatifs. C'est l'accès. Non, c'est l'accès ou plutôt la répartition de cette offre. C'est-à-dire c'est-à-dire que là où on a des difficultés à se loger, c'est quand on veut accéder au parc locatif et non pas accéder à un parc en accession à la propriété. Ou plus exactement, quand on veut avoir accès à un logement qu'on n'a pas les moyens d'accéder à la propriété, y compris dans des conditions de prêt qui sont extrêmement favorables, et qu'on cherche un habitat locatif. Et comme l'habitat locatif, comme je le disais tout à l'heure, est de plus en plus réduit, les bailleurs profitent de ce manque d'offres locatives pour demander des garanties extrêmement importantes qui font que ce parc est extrêmement cher et très filtrant pour les ménages pauvres, tout simplement. Donc si on assiste à une crise du logement, c'est pas une crise du logement en accession à la propriété, ou une crise du logement généralisé, mais une crise du logement locatif. Ce qui modifie tout dans la vision que l'on peut avoir sur le marché du logement, en sachant que ce que vous désirez dire depuis tout à l'heure, en sachant qu'on ne peut pas comprendre le logement, si on ne comprend pas que c'est à la fois un système qui s'inscrit dans une dimension sociale, politique et économique. Et que c'est l'interaction entre ces trois éléments qui crée la complexité du système.
Alors on va rester sur ce point-là, j'avais une autre question, mais ça c'est très très important. On va rester sur ce point-là et je vais être un peu nombriliste pour illustrer ma question. Je fais partie d'une famille qui est modeste et dont j'ai grandi dans le logement social. Et l'impression que ça m'a donné vis-à-vis de mes parents, donc pur produit des 30 Glorieuses, c'est que le logement, d'avoir eu un logement social, a été pour eux une sorte, entre autres, il n'y a pas que ce paramètre, mais en tout cas celui-là, je l'ai vécu, ça a été flagrant, une sorte un peu de tremplin pour ce que les sociologues appellent faire de la mobilité sociale ascendante, c'est-à-dire un peu améliorer, on va dire, son sort par rapport à leur situation de départ. Alors ma question elle est très simple, c'est-à-dire que est-ce que le logement fait partie, ou a fait partie, ou fait encore partie, je dirais, de ce processus qui fait que les logements, que les individus, les familles, puissent s'intégrer socialement et potentiellement progresser. Alors, vous m'avez dit d'avoir un discours compréhensible et très lissé, mais il faut quand même non, j'ai dit lissé, non, compréhensible, oui. Donc on va quand même faire un détour par des éléments théoriques extrêmement importants, mais je pense qu'ils sont compréhensibles par tous. Je ne suis pas inquiet. C'est que quand on parle du logement comme en termes de mobilité sociale, ça veut dire qu'on a une signification sociale à un bien matériel. Comme si en fait le bien matériel signifiait une position sociale. Autrement dit, ça voudrait dire que habiter un logement illustre sa position sociale dans la hiérarchie de la société globale. Alors comme vous êtes malin pour me poser la question, vous avez déjà la réponse, je vous écoute. Non, mais je reprendrai bien quand même je continuerai bien sur la question initiale. Ah mais restez sur la question initiale. Alors, je pense que tous les étudiants en urbanisme savent ça, mais il est quand même utile de rappeler que le logement social dans les années 60 et 70, c'était un logement mixé socialement, du fait notamment du manque d'accès à la propriété qui faisait que énormément de couches moyennes qui logeaient dans l'habitat dégradé rentraient dans le logement social, et ce qui leur permettait d'avoir un logement confortable. Mais dès lors qu'on développe une société de propriétaires et qu'on ouvre le parc immobilier à des types d'habitat accessibles aux couches moyennes, notamment l'accession à la propriété, il est clair que les couches moyennes qui logeaient dans le parc social ont quitté ce parc social pour accéder à la propriété en faisant que les ménages qui y restaient étaient les ménages qui ne pouvaient pas accéder à la propriété, et notamment les ménages les plus pauvres et aussi les ménages issus de l'immigration des années 60 notamment. Donc on a tort de penser que les politiques ont créé volontairement des zones ségrégatives en termes spatiaux. Mais le processus ségrégatif, c'est un processus de mobilité différentielle qui fait que les pauvres restent et les plus riches s'en vont. Donc ça, c'est important. Et comme les pauvres restent et les plus riches s'en vont, ça fait qu'effectivement, là où les plus pauvres restent, l'habitat, donc la forme matérielle de ce logement, devient symbolique d'une position sociale basse à l'image de la population majoritaire, et que du coup les couches plus aisées refusent d'y rentrer. Ça, c'est un premier point. Mais ce processus-là, il n'existe pas uniquement dans le sens d'une dégradation du logement. Il peut aussi exister dans le sens d'une amélioration de la position matérielle du logement. Et pour bien me faire comprendre, là aussi pour donner des illustrations visibles par tous, le processus dit de gentrification, c'est-à-dire d'amélioration de l'habitat ouvrier de la première couronne dans lequel, dans un premier temps, les artistes et les couches... oui, ou les quartiers populaires de certaines grandes villes. Oui, notamment l'habitat en accession à la propriété, créé par les couches populaires, notamment par les vagues d'immigration portugaise, entre autres, ou
italiennes qui ont construit sur les lotissements, les pré-lotissements de l'habitat ouvrier par leurs propres mains, qui ont pris énormément de valeur dans la mesure où effectivement la zone centrale initiale qui avait peu de logements individuels avec des coûts du foncier énormes ne permettait pas aux familles de rester dans leur logement et dans lequel les familles se sont effectivement orientées vers l'habitat individuel de la première couronne, fait que l'habitat ouvrier originel est devenu l'habitat pour couche moyenne ou pour couche supérieure. Et donc là, la représentation sociale de l'habitat ouvrier a évolué en devenant effectivement un habitat pour les bobos, en fait. J'aime pas trop le terme, enfin j'aime beaucoup parce qu'il est efficace. Moi non plus, j'aime pas ça, mais il est efficace. Donc un habitat pour bobos, en d'autres termes, l'habitat pour les familles, dans un premier temps des jeunes actifs et puis dans un premier temps des familles plus bourgeoises ou plus aisées, et fait que l'habitat ouvrier n'est dans sa morphologie ou dans sa construction matérielle reste de l'habitat ouvrier, mais dans sa signification sociale ou sa représentation sociale devient de l'habitat pour les couches moyennes ou couches supérieures. Alors ça c'est intéressant parce que on voit très bien à quel point l'habitat ou le logement peut être un marqueur social fort au sein sur le territoire. Alors il y a un autre paramètre. Non, je vous en prie. Ça devient un marqueur social. Non. Non. Alors je me suis gouré. Alors je vous écoute. La matérialité en soi n'est pas un marqueur social. La forme n'est pas un marqueur social. C'est ce qui est un marqueur social, c'est ceux qui l'occupent. Donc on peut très bien avoir un même type d'habitat dans sa forme sur deux contextes sociaux, dans deux contextes sociaux différents qui ne renvoient pas à la même représentation sociale. C'est pas la même chose d'habiter un logement social à Roubaix que d'habiter le même logement social dans le 13e. Ça, c'est vrai. Donc en fait, la matérialité en soi ne signifie rien. Ce qui compte, c'est vous entendez que même la forme urbaine que ça peut créer, ça ne signifie pas grand-chose non plus. La forme architecturale ne signifie pas grand-chose. Ce qui signifie, c'est la représentation du contexte social dans lequel il se situe. Alors, j'ai une autre question justement sur cette thématique, pas sur la question sociale, sur plutôt la question urbaine. Effectivement, si le logement est un paramètre important de modification sociale de certains territoires, est-ce qu'il est aussi un paramètre important de modification, je dirais, de l'organisation des territoires? Je m'explique. Est-ce que les problèmes d'étalement urbain, les questions de mobilité qui sont souvent liées évidemment, est-ce que là aussi la question de l'habiter et du logement est un paramètre important dans les transformations que nous vivons, par exemple, prenons cet exemple-là, du processus d'étalement urbain? Sans contexte, oui. Puisque les lotissements en direction des couches populaires se font dans les secteurs où le foncier est moins cher. Et donc dans les secteurs de plus en plus éloignés. Mais quand je dis éloigné, c'est-à-dire éloigné des ressources urbaines. Oui, c'est un phénomène, mais la question qui est intéressante, qui est à mon sens intéressante, c'est de savoir si on assiste à un processus conjoncturel ou nouveau dans l'organisation ou le développement de la ville, ou est-ce que c'est un processus cyclique et naturel, entre guillemets. Alors, je vous en prie. Et si on veut bien considérer l'histoire de la ville dans le temps long, eh bien l'histoire de la ville dans le temps long, ça a toujours été un processus d'expansion par vague. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que les faubourgs du 19e sont devenus la première couronne du 21e dans l'espace central,
Et rien ne nous dit que la périurbanisation du 21e ne sera pas la ville de la fin du 21e siècle. Et moi, j'ai plutôt tendance à penser que la périurbanisation montre les limites de la ville dans les 50 ans à venir. Alors oui, ce que vous dites, et je sais pas, un chercheur, ils n'aiment pas qu'on leur parle de bon sens, c'est toujours des faits scientifiques, mais c'est quand même sous le sceau du bon sens. Il y a un élément qui, moi, m'intrigue, c'est qu'effectivement, ce que vous dites, dans le temps long, effectivement, la ville, c'est un peu plus étalé, il suffit qu'il y ait plus d'habitants pour petit à petit trouver un peu plus d'espace. Mais est-ce que nous vivons pas depuis, on va dire, une cinquantaine d'années, et encore plus maintenant, un phénomène, je dirais, d'accélération? C'est-à-dire que là, on n'a plus les mêmes moyens, pas les mêmes outils techniques, ça va incroyablement vite de réoccuper un espace vide et de bâtir non seulement le lotissement, la zone commerciale qui va avec. Donc est-ce qu'on peut dire que c'est une forme presque, il y a un vrai changement quand même, presque un changement de paradigme de cette accélération de l'étalement urbain, ou alors ça reste dans le processus que vous venez de nous décrire? J'imagine que par accélération, vous voulez dire rythme. Oui, entre autres, à tous les niveaux. Mais c'est une idée fausse. Parce que dans la période d'après-guerre, quand on a fait la construction de masse, on a construit en masse soit en détruisant l'habitat insalubre dans les premières couronnes notamment, comme à Aubervilliers, soit on a occupé les zones vierges de première couronne, comme à Montreuil par exemple. Et dans ces conditions, le rythme d'étalement s'est fait de façon extrêmement rapide, très 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 rapide. Ce qui fait d'ailleurs qu'entre un habitat haussmannien qui perdure aujourd'hui et l'habitat social des années 70, qui se dégrade beaucoup plus rapidement, la durée de vie d'un bien matériel, pour parler comme tout à l'heure, eh bien, devient de plus en plus brève. Et elle devient de plus en plus brève sur le logement, elle devient aussi de plus en plus brève sur tout ce qui est les bâtiments tertiaires. Où un bâtiment tertiaire aujourd'hui a une durée de vie de l'ordre de 15 ans, alors que auparavant, au siècle dernier, on n'imaginait pas qu'un bâtiment puisse avoir une durée de vie de 15 années. Donc ce qui change, c'est effectivement le processus de construction, destruction, construction, dégradation qui est très fort. Mais dans l'habitat qui a été construit dans les années 70. Donc aujourd'hui, quand on parle d'accélération du processus d'urbanisation, il faudrait vraiment faire des analyses un peu plus poussées pour dire ça. J'en connais pas pour ma part. Mais a priori, j'aimerais bien qu'on compare le rythme de construction en termes de logement des années 70 au rythme de construction en termes de logement actuellement. Je ne suis pas sûr que la comparaison soit... Il y a une si grande différence. Voilà, ou en tout cas en défaveur de la construction actuelle. Premier point. Le deuxième point, c'est que quand je dis ça montre les limites de la ville future, c'est qu'une fois qu'on a tracé les limites, les endroits où on va construire, c'est là où il y a dans les espaces vierges, entre les espaces où on n'a pas construit. Donc en fait, on va assister à une densification plus qu'à une extension. L'extension, elle n'est pas, a priori, dans les conditions urbaines actuelles, elle n'est pas illimitée. Et ce qui est intéressant, je pense notamment aux travaux de François Zureau sur l'Amérique latine, mais c'est intéressant de regarder ce qui se fait ailleurs, qui a montré qu'en fait, et moi j'ai pu le vérifier aujourd'hui, quand on grandit dans un espace périurbain, on décohabite dans l'espace périurbain. Ça devient son lieu de vie. De même que quand on a grandi en première couronne, généralement on décohabite en première couronne. Et pour décohabiter en espace urbain, il faut qu'il y ait des logements locatifs.
dans l'espace périurbain, ou l'accession à la propriété pour les jeunes ménages dans l'espace périurbain. Donc en fait, l'hypothèse forte qui se vérifie quand même, c'est que en fait, les espaces périurbains se densifient parce que les jeunes ménages des cohabitants, entre autres, vont chercher des logements à proximité de leur réseau familial, ou familiaux plutôt, de leur réseau familiaux et de leur réseau amicaux aussi. Et donc en fait, dans leur lieu de vie habituel. Donc on est probable qu'on va assister à une densification par du locatif, et de moins en moins, j'y reviendrai tout à l'heure je pense, et par le fait que les jeunes des cohabitants cherchent à rester dans leur lieu de vie. Alors, un autre élément important, qui est la question, qui a un impact effectivement sur l'habitat et le logement, c'est la mobilité. Et alors, ça sous-entend une sous-catégorie d'approche, mais qui est fondamentale, et vous avez commencé à l'aborder, donc on va pouvoir un peu le développer, c'est le fameux choix du logement. Alors, est-ce que ça vraiment... comment ça a évolué ? Est-ce qu'on se doute, il y a les critères économiques, un certain nombre de paramètres, mais est-ce qu'il y a des nouveaux paramètres qui font que tout d'un coup, les gens ont choisi leur logement différemment ? Et quand on regarde, et je vais m'appuyer sur une sorte d'un peu lieu commun qu'on a en ce moment, les ménages quittent la ville à cause du Covid, enfin tout ce qui va avec. Donc, à la rigueur, ma question, je vais même la simplifier. Comment on choisit son logement en 2020 ou en 2021 ? Qu'est-ce qui fait le choix d'un logement ? Quels sont les critères qui sont imparables maintenant, de se dire, voilà, c'est l'économie, la mobilité, voilà. Les prénotions, c'est que les ménages et les familles ils cherchent un logement individuel avec un jardin. Ça, c'est la tendance lourde. La représentation lourde. La représentation lourde. Et il n'est pas évident que les ménages familiaux ne cherchent pas à rester dans les centres urbains à proximité des loisirs et des services que proposent les centres urbains. Il n'est pas évident que tous les ménages aient envie d'aller faire leurs courses en voiture. Il n'est pas évident que tous les ménages aient envie d'acheter une baguette en voiture. Quand on en a conscience, on peut aussi accepter le fait et ne pas en avoir conscience parce qu'on est très satisfait d'avoir sa maison, très satisfait d'être propriétaire de sa maison. Donc c'est le premier point. Après, le choix, c'est un critère relatif. La question, c'est sous quelles contraintes se fait le choix par rapport à ces aspirations. Alors, il y a une phrase qu'aiment beaucoup les chercheurs, c'est quels sont les arbitrages ? Ou les économistes. Oui, surtout les économistes, c'est vrai. Moi, je ne crois pas au choix rationnel. Je pense que le choix... il s'effectue sous plusieurs facteurs. Je parlais de la proximité des réseaux familiaux et des réseaux sociaux. Je parle aussi de la représentation de l'habitat idéal, du tout un chacun. Je parle aussi du rapport à la proximité au lieu de travail, qui peut être plus ou moins importante. Donc tous ces critères se mélangent et créent des structures relativement hétérogènes. Mais je reviendrai bien sur... alors, c'est pas présomptueux, mais... Non, mais la parole est libre ici. Si on lit la question du logement de Engels... Oui. La question du logement de Engels... Engels, il attaque Proudhon. Et quand on parle de Proudhon, on dit... Proudhon, il a dit la propriété, c'est du vol. Et donc, signifiant par là que... tout ménage propriétaire volait une part de biens collectifs. Sauf que Proudhon, il ne vous disait pas la propriété c'est du vol comme ça, il disait la propriété c'est du vol parce que tous les ménages ne sont pas propriétaires. Et c'est du vol parce que, en fait, tout un chacun n'a pas accès à la propriété.
Et Engels lui répondait, mais t'as pas lu Marx? Parce que Marx, il t'explique qu'en fait, c'est un bien capitalistique et que on ne peut pas comprendre la propriété ou le logement si on ne l'interprète pas dans les critères idéologiques du capital, notamment. Et là, c'est intéressant parce que ça veut dire que la question du ménage propriétaire dans l'idéal collectif, elle n'est pas d'aujourd'hui. Et la question, c'est quelle signification donner à l'accès à la propriété. Alors, c'est là où ça devient intéressant. Parce que quand on dit il y a une crise du locatif et que tous les ménages ne peuvent plus être locataires, ceux qui le désirent, c'est-à-dire que l'ensemble des ménages sont poussés à l'accession à la propriété. Ce qui veut dire que le grand changement contemporain, quand je dis contemporain, c'est maintenant, là, ou dans les 30 prochaines années, c'est que la représentation de la trajectoire résidentielle par étapes, qui commençait par des petits logements locatifs, puis après, quand on avait des enfants, on a accédé à un logement locatif un peu plus grand, puis on termine l'accession à la propriété, est complètement bouleversée, puisqu'il n'y a plus de logement locatif ou très peu. Donc, l'accession à la propriété, le parcours résidentiel, il peut effectivement commencer par des petits logements, parce que ça, c'est logique vu que c'est des petits ménages. Mais on risque de stagner longtemps dans le petit logement. Au risque de se stabiliser dans le petit logement, et surtout au risque de faire en sorte que, comme on n'a pas de logement locatif, on accède directement à l'accession à la propriété. Et donc, ce qui veut dire que ce qui est en train de se produire dans les structures contemporaines du système résidentiel, c'est qu'on a une filière complète d'accession à la propriété qui débute dans des petits logements d'accession à la propriété pour se terminer dans des grands logements d'accession à la propriété avec des distinctions sociales selon la localisation des logements, et puis des filières de ceux qui n'ont pas les moyens d'accéder à la propriété directement, qui sont repoussés essentiellement vers le logement social, parce que le logement locatif privé offre de moins en moins d'opportunités. Et comme tous les ménages ne peuvent pas accéder au logement social, ça crée deux processus. D'abord, un processus d'exclusion du logement. On sort du système. C'est les SDF ou le fait d'habiter dans un logement très précaire, très bas de gamme, ou aller dans le logement social et s'y maintenir tant qu'on peut, avec une impossibilité d'évoluer dans le logement social en fonction de l'évolution des situations familiales, puisque le logement social n'offre pas de grands logements, ou très peu, et que donc on reste bloqué dans du parc locatif logement social. Et avec en fait des mouvements qui renvoient plutôt aux positions sociales des territoires, plus qu'aux positions sociales du logement lui-même. Ça veut dire quoi? Que par exemple, on peut commencer son parcours dans l'accession à la propriété de zones relativement dévalorisées pour évoluer positivement son parcours, non pas en fonction de la structure du logement ou de ses qualités matérielles, en fonction de sa position géographique et de la position sociale des territoires sur lesquels est situé le logement. Et ce qui pousse d'ailleurs à la gentrification, parce que ça peut très bien se terminer pour les ménages un peu plus aisés dans du logement accession à la propriété, des zones situées à proximité des zones centrales, notamment en première couronne, très proche de l'accès au métro. Il y a tous les transports. Et puis après, il y a l'autre filière qui est la filière logement social, qui est celle que j'évoquais pour les ménages les plus précaires. Et entre les deux, il n'y a plus de filière locative, ou très peu. Alors c'est pas exactement comme ça que ça se produit aujourd'hui en 2021, mais c'est comme ça que ça va probablement se produire à l'horizon 2030 ou 2050. Et quand on fait
un travail de recherche fondamentale sur la modélisation des évolutions, on aboutit à une augmentation très sensible des exclusions et effectivement à une diminution très forte des filières locatives. Par ailleurs, ça pousse à d'autres phénomènes nouveaux qui fait que quand on ne peut pas accéder à la propriété, quand on a un jeune ménage, on fait quoi? On fait de la colocation. Et donc, avant d'accéder à la propriété dans les petits logements, on cohabite dans des logements plus grands avec une division de la location entre les individus qui y sont. Et là, on assiste effectivement à une explosion très forte de la colocation. Ce qui fait que l'enjeu actuel, c'est à la fois éviter que les ménages restent trop longtemps chez leurs parents, parce qu'ils ne peuvent pas décohabiter, ce qui est aussi un impact dû à la structure actuelle du logement, le maintien chez les parents, l'introduction des cohabitants dans le système résidentiel global, et effectivement le développement d'étapes intermédiaires qui ne soient pas uniquement des étapes en accession à la propriété pour faciliter la mobilité des ménages. Étant entendu que l'accession à la propriété produit un maintien dans les lieux. Et j'ajouterais également que dans une société précaire, quand on accède à la propriété et que l'on est exclu de son travail, on est aussi exclu de son logement. Alors, ça m'amène à une autre question sur, évidemment, les politiques du logement. Alors, vous prendrez le temps qu'il faudra peut-être pour voir un peu les évolutions depuis l'après-guerre. Mais je pose cette question parce que j'ai été marqué par un article que j'ai lu peu de temps dans Les Échos, toujours passionnant Les Échos, parce qu'on voit comment le système économique en partie fonctionne. Et c'était BNP Real Estate, donc une filiale de la BNP qui s'occupe de foncier, d'immeubles, d'habitation, a frappé à la porte du ministère en disant « Mais nous qui fabriquons, construisons, organisons, gérons des logements, pourquoi vous ne nous aidez pas à nous occuper avec tous les critères évidemment administratifs pourquoi on ne s'occupe pas non plus du logement social puisqu'on sait faire ?» Alors, je ne suis pas sûr que ce soit une anecdote, en plus. Je pense que c'est quelque chose d'assez puissant, mais je parle sous votre contrôle. Mais je voudrais rebondir sur cet élément un peu anecdotique pour regarder, voilà, qu'est-ce que ça veut dire maintenant pour un État de faire de la politique du logement? Est-ce que les opérateurs privés ont pris la main? Alors, définitivement, c'est jamais définitif, mais en tout cas, j'ai l'impression qu'il y a un déséquilibre au-delà de la société de propriétaires que nous voulons, même dans la fabrication et dans la gestion, que ce soit social ou privé, un déséquilibre incroyable entre l'acteur public et l'acteur privé. Est-ce que je me trompe en posant cette question? Non. Enfin, oui et non. Il n'y a pas un déséquilibre. L'introduction du secteur privé dans le logement social est réelle. Et c'est intéressant. Quand on regarde les courbes du logement social privé et du logement social public, on voit que quand le logement social public augmente, le développement du logement social privé diminue et inversement. Oui, donc en fait, il y a effectivement des investissements de l'État dans le logement social qui est contrecarré par le logement social privé. Mais bon, on va vers une marchandisation de la ville et ça va dans le sens de la marchandisation de la ville, donc, ou une privatisation de la ville au sens large. Après, est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est mal pour être très dichotomique? Absolument. C'est pas la question. La question, c'est est-ce qu'on peut trouver un système où tout le monde pourrait se loger en fonction de ses conditions matérielles, démographiques et économiques. C'est la question. Entre autres, est-ce que tout le monde a les moyens de se loger, ce qui n'est pas le cas? Est-ce que tout le monde peut réaliser des mobilités au sein du logement? Et moi, personnellement, je pense que
inverser les logiques. C'est-à-dire non pas caractériser le logement social à partir de son financement, mais à partir de son occupation. Donc pour vous, ça c'est important. Quand vous dites inverser les logiques, quelle était la logique première et qu'est-ce qu'on a inversé? C'est pas la logique première, c'est la logique actuelle. La logique actuelle, c'est qu'un logement social, c'est un logement subventionné, qui permet, effectivement, c'est pas le seul, hein, qui permet d'avoir droit aux aides au logement, même si aussi c'est vrai dans le privé, et qui permet d'avoir des logements à bas coût, des loyers à bas coût pour se loger dans des conditions convenables. Mais ça veut dire que ce qui donne accès aux aides au logement, enfin ce qui donnait accès aux aides au logement, ça modifie un peu maintenant, c'était le financement du logement lui-même. Donc on avait du logement social qui était un logement subventionné. Mais dire que tout logement est considéré comme social à partir du moment où l'occupant correspond aux critères d'aide à la personne, ça inverse la logique. C'est en partie vrai maintenant, dans la mesure où le logement privé donne accès aux aides au logement. Mais c'est en partie faux, parce que les ménages prioritaires, ceux qui n'ont pas accès au logement, ne sont pas prioritaires dans le locatif privé. Et c'est ça qui change. Ça veut dire que quand pratiquement 70% des ménages français peuvent avoir droit aux aides à la personne, ça ne veut pas dire pour autant que les ménages les plus fragilisés ont un accès prioritaire au logement. C'est-à-dire que si je vous comprends bien, on est passé d'une logique, on va dire, collective à une logique individuelle. C'est-à-dire qu'on préfère s'occuper, financer entre guillemets, ou individualiser la personne d'accès au logement plutôt que d'avoir une politique de logement plus globale et voir qui on va mettre au logement. Est-ce que j'ai bien compris ça? Parce que c'est important ce que vous êtes en train de dire. C'est assez fondamental. Ce que je veux dire, c'est que si on veut bien considérer que le logement social est celui qui ouvre droit à la personne, effectivement, il y a de plus en plus de la part du parc privé qui peut être considéré comme un logement social, peut être très large. Par exemple, tous les étudiants ont droit à l'aide à la personne. Donc on pourrait dire que tout le logement occupé par un étudiant est un logement social. Mais la grande différence, c'est que le logement privé, lui, n'est pas caractérisé par un système d'accès prioritaire au logement pour les ménages qui n'ont pas les moyens de se loger. Ce qui veut dire que comme il existe toujours un système un système qui fait que on refuse les ménages les plus précaires parce qu'on a peur de ne pas avoir son loyer, parce que également les garanties demandées sont de plus en plus importantes, les ménages prioritaires n'ont pas accès au logement, pas plus. Et je voudrais bien revenir sur les garanties. Moi, j'ai écrit, il y a quand même pas mal d'années maintenant, plus de 15 ans, sur le fait que ce qu'il fallait, c'est à la fois garantir les propriétaires et les locataires pour faciliter la mobilité dans le logement. Alors c'est vrai qu'on tend plus ou moins vers ça, c'est-à-dire que la garantie d'État tend effectivement à protéger les propriétaires bailleurs du fait que le locataire puisse payer. Mais ça n'empêche pas que le bailleur, lui, il choisit son locataire. Il est clair Absolument. Que dans ce cadre-là, une famille malienne de 5 enfants, alors a moins de facilité d'accès au logement locatif qu'une famille française de 3 enfants. Oui, le rapport de force est assez déséquilibré, si j'ai bien compris. C'est très distinctif. Oui. Ce qui veut dire qu'on ne résout pas le problème du manque d'accès pour les ménages les plus fragilisés. C'est concrètement ça.
Alors, on va pas tarder à conclure. Et alors, on voit bien que bon, c'est un sujet trop vaste, donc on a cerné un peu le problème. Mais ce qui moi, m'intéresserait maintenant, c'est que, alors, c'est un peu trivial, je veux dire que vous vous mouillez un peu, mais au regard de tous ces éléments, on va dire factuels, fruits d'études et de recherches qui montrent effectivement la diversité d'accès au logement, un certain nombre de disparités, des choix politiques, économiques, petit à petit, la participation, comme vous avez dit, à la privatisation de la ville, en tout cas à cette gentrification. Et en plus, si on revient sur le livre d'Engels, il y a un autre paramètre où, quand il pointe la rente foncière et financière, c'est d'une actualité absolument phénoménale, un livre qui a été écrit il y a plus de 150 ans, il faut quand même le dire, et qui est toujours d'actualité. Alors, c'est une question, elle n'est même pas faussement naïve, elle est vraiment naïve. Alors, selon vous, qu'est-ce qu'on devrait faire, en tout cas à travers cette question du logement, pour justement rééquilibrer? Prenons un truc simple quand on habite des centres-villes, enfin, on voit bien le processus ségrégatif absolument de plus en plus violent. Une ville comme Paris, on est presque caricatural sur ces questions-là. Voilà, quelle politique incitative, comment organiser les choses pour que tout d'un coup, après tout, prenons une chose simple, tout le monde puisse trouver un habitat digne. Et Dieu sait si c'est quelque chose aussi qui est loin d'être réglé. Si on veut bien considérer que on construit suffisamment de logements pour loger tout le monde, si on veut bien considérer que c'est pas en construisant dans le meilleur des cas, moi je ne vais pas développer, dans le meilleur des cas 100 000 logements sociaux et qu'on a 4 millions de mal logés, c'est pas par la construction qu'on va résoudre le problème. C'est donc par la redistribution. Donc faire en sorte que les ménages les plus précarisés aient accès à n'importe quel type de logement dans le système global. Ce qui veut donc dire créer des conditions pour que les ménages prioritaires aient accès à n'importe quel type de logement et qu'ils puissent circuler entre les types de logements, c'est-à-dire qu'ils ne soient plus bloqués. Ça veut donc dire ce que j'évoquais tout à l'heure, garantir le propriétaire et garantir le locataire. Et garantir le propriétaire, ça veut dire faire en sorte que non seulement l'État soit le garant du logement, mais qu'il soit aussi celui qui garantit l'accès au logement des plus précaires, au-delà de la décision du bailleur. Voilà, donc ça veut dire que tout logement locatif soit accessible prioritairement aux ménages qui sont prioritaires. Et quand je dis ça, j'ai bien conscience que, d'une part, ça peut restreindre le fait que les bailleurs mettent en location leur logement potentiel. Mais ça peut aussi vouloir dire que quand le secteur privé fait du logement social, par exemple, il loge prioritairement les ménages prioritaires. Et avec une garantie de loyer de l'État. Ce qui peut inciter effectivement le secteur privé à mieux à investir davantage dans le logement social privé qu'il ne l'est actuellement. C'est le premier point. Mais quand je dis ça, il y a également un autre point qu'on n'a pas du tout évoqué parce que je vois très bien les critiques. J'avais fait une tribune dans Le Monde il y a quelques temps et il y a des réactions de lecteurs. Et j'ai un peu décrit cette position. Et une des réactions, ça a été de dire c'est d'accord, moi j'arrive pas à me loger, mais les ménages pauvres ils vont se loger à Neuilly. Puisqu'ils seront prioritaires à Neuilly. C'est oublier une chose, c'est que les choix du logement, puisqu'on en parle, ils se font par affinité. Affinité culturelle, affinité sociale, affinité familiale. Et donc un ménage africain, par exemple,
il n'a aucun intérêt à habiter le 16e, parce qu'il va être loin de ses ressources, etc. Donc, et en plus, ça veut dire aussi que accepter le choix du logement, c'est accepter aussi les ségrégations. C'est accepter les affinités communautaires. Et donc, accepter qu'une part d'ouverture du parc de logement peut accentuer les regroupements dits communautaires, j'aime pas, entre guillemets. Oui, ça, je comprends que ça fait grincer les dents quand vous dites ça. Oui, donc il n'empêche que dans les années 60, quand on avait des municipalités populaires, ça gênait personne que les ménages ouvriers habitent à proximité. J'ai une dernière question. Alors, enfin, il y a plusieurs petites questions pour un peu finir de brosser un peu le tableau d'une situation. La première, c'est ce que j'appellerais les nouveaux entrants. Pour vous, un phénomène comme Airbnb, est-ce que c'est un paramètre de plus dans le processus capitalistique de l'habitat et du logement, ou c'est quelque chose de nouveau qui fait bouger les lignes? Comment vous voyez ça? Ce phénomène qui a quand même un impact maintenant de plus en plus puissant, en tout cas sur certaines métropoles dites touristiques, avec tout ce que ça engage sur les processus ségrégatifs des ménages, même maintenant des classes moyennes, qui ne peuvent même plus accéder à certains centres-villes. Comment voyez-vous ce type d'acteur économique puissant? Ouais, j'ai pas d'avis tranché sur la question. D'autant plus que j'ai pas vraiment travaillé là-dessus. On sent le chercheur prudent. Donc, oui, donc c'est important. L'ouverture à sous-location temporaire. C'est pas quelque chose de nouveau, je vous l'accorde. Oui, mais ça veut parler. L'accentuation, c'est partie de la marginalisation de la ville. Ça veut dire aussi que les ménages ont un capital. Ils investissent non pas pour loger les ménages au sens large, mais plutôt pour... pour de la rente. Oui, pour de la rente, tout à fait. Et la rente est d'autant plus importante que le ménage y tourne, que l'occupant tourne, à des taux de location extrêmement importants. Alors effectivement, dans le système que j'évoquais tout à l'heure, de diminution du parc locatif, ça fait grincer les dents. C'est clair. Voilà. Et on peut penser que ces logements, ils seront plus utiles s'ils étaient mis à la disposition du plus grand nombre qu'à la disposition d'un ménage qui veut faire de la rente, enfin, qu'à l'utilisation d'un ménage qui veut faire de la rente foncière. Alors effectivement, mais j'irai pas plus loin parce que la question c'est la marginalisation et oui, c'est un sujet en soi, j'en ai conscience. Elle renvoie à beaucoup de choses. À la question qui est comment lutter contre la marginalisation. Et j'ai une dernière question que j'aurais dû poser plus tôt, mais c'est quand même très important ce que vous avez dit sur le parc de logements disponible. Comment se fait-il, ou est-ce qu'il y a une forme de doxa? Pourquoi, systématiquement, quand il y a des problèmes de logement, on nous renvoie, il faut construire? Parce que ce que vous avez dit est très, très important. Donc, et pourtant, la réponse collective, globale, et même pas forcément au niveau de l'État, hein, même en termes d'élus locaux, on vous renvoie toujours, il faut construire. Comment sortir de cette spirale? On dit pas exactement ça. On dit, si je reprends, pour résoudre la crise du logement, c'est entendu, pour loger les pauvres, il faut construire pour les pauvres. Oui, mais ils pensent même aux classes moyennes quand ils disent ça maintenant. Oui, en partie, oui. Mais donc il faut construire le logement social. Mais la réalité, c'est que on fait tout pour construire l'accession à la propriété. C'est ça. Donc en fait, c'est un bien économique, le logement. Donc construire, c'est aussi encourager la marginalisation de la ville.
c'est encourager la privatisation de la ville par l'investissement des grands promoteurs privés. Donc là, il y a des jeux d'alliance qui s'opèrent, qui sont réels. Après, tout le monde sait que plus on construit, plus on crée d'emplois. Plus on crée d'emplois, moins on crée de chômage. Et donc, il y a des corrélations qui s'opèrent entre... Donc, quand le bâtiment va, tout va. Entre tous ces facteurs. Après, oui, donc il faut construire, mais après, les chiffres, ils sont imparables. C'est 300-400 000 logements construits. Dedans, il y a environ 40 000 logements sociaux disponibles. Le reste, c'est du privé. À côté de ça, il y a 4 millions de mal logés. Donc, la question, l'équation, elle est imparable. C'est pas par la construction qu'on va loger tout le monde. C'est pas par la construction qu'on va loger. D'autant plus que si on crée la réhabilitation des passoires thermiques, on va de moins en moins loger les pauvres. Donc en fait, il faut trouver la résolution, une autre résolution à l'équation. Et donc faire en sorte que l'inconnu qui est logé tout le monde ne renvoie pas au différentiel entre logement existant et logement nouveau. Étant entendu que le logement nouveau par rapport au mal logé, il y a un delta qui est très important. Et le delta n'est pas comblé par la construction. J'ai pas répondu. Si, non, mais si. Continuez, c'est notre élément. Non, donc pourquoi on dit construire parce qu'on marchandise la ville. Moi. Alors, comme je ne vous ai pas sous la main souvent, et je suis très content de vous avoir, on va devoir arrêter. Est-ce qu'il y a un élément qui vous paraît important, une question que j'aurais dû vous poser, que vous avez envie que je vous pose et je vous ai pas répondu? Alors c'est l'occasion, chérie, c'est pas le moment libre. Mais est-ce qu'il y a un élément auquel vous dites ça serait bien quand même de faire un petit point sur cette partie-là? On peut pas ne pas parler de logement sans parler de ce point-là. Est-ce que j'ai raté quelque chose? Je pense que oui, mais... Non, on n'a pas parlé de la clé de mon travail qui est celui des chaînes de vacances de logement. Alors oui, ça c'est vrai que j'en ai pas... Bon, c'était pas un peu le sujet, mais en fin de compte, vous avez raison de le dire, parce que alors, c'est un élément important de comprendre aussi comment fonctionne l'accès au logement, en tout cas. Mais, bon, si je fais un retour sur mon travail sur le long terme, quand j'ai fait ma thèse, il y a plusieurs dizaines d'années, ce que j'avais découvert... C'est vraiment du long terme, là. Ce que j'avais découvert, c'est que l'approche du logement était segmentée. Donc quand on avait un problème identifiable, on intervenait sur le problème. En gros, lorsqu'on avait une paupérisation d'un quartier de logement social, on intervenait sur le quartier de logement social. Alors que le problème était, comme le logement est un système et que les différents secteurs de logement sont en interaction, le problème pouvait venir d'un autre endroit. Et que donc la question, c'est qu'il fallait aborder le logement comme une question globale, localisée, et non pas comme des segments fonctionnant de façon parallèle. Après, j'ai un peu évolué. Il faut appréhender le logement de secteur de façon globale, mais cette globalité, elle recouvre des distinctions, des filières sociales extrêmement imperméables, qui font qu'effectivement, on peut intervenir sur un secteur sans intervenir sur l'autre. Et que la question, c'est effectivement la flexibilité des positions sociales qui faisait qu'un type de logement à un endroit déterminé
ne recouvre pas la même réalité sociale qu'à un autre endroit. Et que donc l'important, et c'est complexe, que l'important du point de vue de l'approche ou de la gestion du logement, c'est identifier les filières et identifier les positions du logement dans les différents contextes dans lesquels ils se trouvaient. Et que du coup, ce qui était intéressant, effectivement, c'est d'agir sur la filière qui était déficitaire. Et généralement, la filière qui est déficitaire, c'est la filière des couches populaires. Et donc, c'était intéressant, quand on a des situations de mal-logement très tendues, d'intervenir sur la filière des mal-logés. Mais si on intervient sur la filière des mal-logés, ça veut dire qu'on intervient à l'endroit où les mal-logis sont localisés. C'est-à-dire dans l'endroit où il y a la ségrégation. Ça veut dire que donc il faut accepter des formes ségrégatives pour résoudre la question du logement. En fait, je résume ça, parce que je connais un peu votre travail, donc c'est vrai que c'est un processus assez complexe, mais qui est assez clair au final, de vous montrer comment on rentre dans le logement, on le marque socialement parce que l'on est, quand on va le quitter, ça laisse une trace et ça renvoie au logement suivant. Enfin, il y a toute une organisation, mais ça sous-entend en tout cas un phénomène, je dirais, si on est en termes d'action politique, qui fait, si on reprend votre raisonnement sur les gens populaires, c'est-à-dire d'accepter que peut-être temps ou d'intervenir, de dire comment maintenir des gens populaires dans des quartiers populaires, au final. Est-ce que évidemment, j'ai simplifié fortement les choses, mais est-ce que ce n'est pas l'enjeu dans lequel on se trouve dans des quartiers dits de gentrification ? Oui, et dans les secteurs... la question du logement, si on l'approche comme une question urbaine, c'est pas tellement le logement, c'est la question de tout ce qu'il y a autour. Donc quand on dit on a des cités d'habitat social en crise, la question c'est pas qu'il y ait des ménages pauvres immigrés qui habitent à proximité. C'est le fait que ces ménages pauvres immigrés, ils n'ont accès à rien dans la ville. Ils n'ont accès à aucune ressource. Donc je parlais des municipalités populaires des années 60. Voilà, c'est les banlieues rouges, la ceinture rouge par exemple, à nord et est de Paris. Là, moi j'ai bien connu ça parce que j'ai grandi dans la dite ceinture rouge. Dans la ceinture rouge. Quand les municipalités intervenaient, elles facilitaient le mode de vie des ménages populaires. La question, c'est que aujourd'hui, quand on loge dans une cité d'habitat social périphérique, on n'a plus accès à rien. Et donc, il faut agir sur ces facilités d'accès et sur le fait de créer de la ville dans des secteurs qui sont plus la ville en fait, qui sont marginalisés, périphériques. Et ce qui est intéressant, on n'a pas pu parler de tout, mais l'objectif actuellement, c'est pas de résoudre cette question. L'objectif actuellement, c'est faire en sorte que les secteurs qui sont le symbole de la paupérisation soient invisibles dans la ville. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va les réhabiliter, mais sans résoudre la question du logement des ménages qui y habitent. Donc en fait, on tente de distribuer la pauvreté dans la ville à travers la mixité, plus que résoudre la pauvreté réellement. C'est ça la question. Donc on fait dire au logement ce qu'il n'est pas. Le logement, c'est un symbole de la pauvreté, mais c'est pas la pauvreté. Donc pour résoudre la question du logement des plus pauvres, il faut résoudre la question des plus pauvres avant.
Ça, c'est une bonne conclusion. Vraiment, vraiment merci. Un grand merci à vous, Jean-Pierre Lévy. Alors, je précise que, évidemment, c'est l'avantage du podcast et des outils numériques. Il y aura en ligne le CV, les liens, la production. Enfin, on va mettre le maximum d'informations pour que vous puissiez accéder au travail de Jean-Pierre Lévy. Écoutez, un grand merci à vous de vous être prêté au jeu à notre modeste abécédaire. Et je dis au prochain épisode. Au revoir Jean-Pierre Lévy. Au revoir. Paroles urbaines, un abécédaire de la ville.